Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le 9e et dernier débat que vous propose France 3, Poitou-Charentes, pour cet entre-deux tours des élections municipales 2020. Un dernier débat qui concerne la ville de La Rochelle et ses 75 000 habitants. Peu d'entre eux sont allés voter au premier tour puisque le taux d'abstention s'élève à 61,9%. Alors à l'issue de ce premier tour, 3 candidats restent en lice. Les voici. Olivier Falorni, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de la première circonscription de Charente-Maritime. Vous êtes tête de liste La Rochelle 2020, le renouveau. Vous êtes arrivé en tête le 15 mars dernier avec 33,26% des voix. Jean-François Fontaine, bonjour. Vous êtes le maire sortant de La Rochelle. Vous êtes tête de liste Tous Rochelais. Vous êtes arrivé en deuxième position à l'issue du premier tour avec 32,61% des suffrages, soit 126 voix d'écart seulement avec Olivier Falorni. Jean-Marc Soubest, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancien adjoint mobilité de Jean-François Fontaine. Vous êtes tête de liste ensemble Osons l'écologie. Vous êtes arrivé en troisième position au soir du premier tour avec un score de 16,7%. Alors, comme pour les débats précédents, messieurs, on va parler bien sûr de vos programmes respectifs, mais avant cela, de ce qui s'est passé pendant cet entre-deux tours, historiquement long, bien sûr. Tout d'abord, comment vous avez vécu chacun cette période marquée par la pandémie du coronavirus, Jean-Marc Soubest? Une période très, très dense pour moi. La surprise d'abord de voir tout s'arrêter. Mais en fait, pour l'enseignant que je suis, ça a été un travail assez intense. Moi, j'ai 6 classes, 130 élèves, donc à distance. Ça fait un travail conséquent. L'élu que je suis n'a pas stoppé son travail non plus, surtout à la fin du confinement. On a préparé le déconfinement avec les entreprises des travaux publics, avec la nécessité de mettre en place des mobilités, notamment des pistes cyclables pour le déconfinement. Et puis le militant que je suis a continué à s'investir. J'ai fait garage ouvert pour un maraîcher bio qui n'avait plus d'endroit pour vendre ses productions, et ça m'a permis de comprendre l'intensité des solidarités nécessaires et puis tout ce qu'il fallait mettre en œuvre pour passer à autre chose. Olivier Falorni, ce confinement et ce déconfinement ensuite. Ce confinement a été aussi un moment de travail intense, participant à la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale, et notamment un groupe de travail que nous avions mis en place à cette occasion sur le tourisme. Vous vous doutez bien que nous avons eu fort à faire. Intervenir à de nombreuses reprises auprès du gouvernement pour signaler les situations, les difficultés, les inquiétudes des professionnels du tourisme, puisque j'étais impliqué dans ce groupe de travail, mais plus largement sur toute l'économie du territoire. Et puis, à titre personnel, ça a été aussi l'occasion pour moi d'aider, de découvrir aussi des voisins et de pouvoir aller faire leurs courses. Jean-François Fontaine. C'était une période d'une intense activité, comme vous pouvez l'imaginer, parce qu'en étant maire d'une ville qui traverse une pandémie, président du conseil de surveillance de l'hôpital, ça a été une tâche de tous les instants. Alors une tâche d'abord de protéger les plus fragiles, d'identifier les personnes qui étaient seules chez elles pour avoir de leurs nouvelles. Nous avions déjà un fichier canicule, il a fallu l'élargir considérablement, et les centres sociaux nous ont bien aidés pour identifier ceux qui étaient dans la solitude. Ça a été un travail aussi pour que nos écoles puissent accueillir toutes celles et tous ceux dont les parents travaillaient dans les fonctions médicales. Ça a été un lien permanent avec l'hôpital. J'ai assisté à la plupart des réunions de crise quand on voyait jour après jour la pandémie progresser. Avec l'hôpital et les médecins, ça a été de mettre en place les centres Covid pour qu'on puisse soigner, identifier ceux qui étaient porteurs ou pas de la maladie. Ça a été de loger les sans-abri, puisque évidemment, rester chez soi quand on n'a pas de maison. Et donc ça a été un travail de partenariat avec la préfecture. On s'est occupé de certains. J'ai pas fini. Cette tâche a été tout à fait considérable. C'est la mise en œuvre des marchés. Le besoin alimentaire a été considérable. C'est d'accompagner les associations qui ont distribué la nourriture. Donc ça a été un travail. Et ce que je peux dire, c'est que le service public a été formidable dans toute cette période. Alors on va parler des tractations qui ont eu lieu entre les deux tours de ces élections pour mieux comprendre un peu comment vous vous positionnez les uns les autres. Jean-Marc Soubest, question très simple. Pourquoi ne pas avoir fusionné avec la liste de Jean-François Fontaine? Parce que le collectif Ensemble Osons l'écologie a voté contre cette fusion avec quels arguments, petite majorité, et tout simplement en se disant que
voilà, le projet porté par Ensemble l'écologie depuis le début du mois de septembre était un projet global, cohérent et qui méritait d'aller jusqu'au bout. Et les écologistes, qui sont membres de ce collectif, ont bien évidemment été partie prenante de cette décision. Ça veut dire que ça n'allait pas assez loin quand vous étiez dans l'équipe de Jean-François Fontaine, jusqu'à encore là, hein, tout récemment. Ça n'allait pas assez loin en termes d'écologie selon vous. Ça veut dire qu'on n'est plus en 2014 et que l'écologie, elle doit répondre à toutes les urgences économiques, urgences sociales, urgences démocratiques, urgences climatiques, et que le projet global doit être cohérent. Il doit être cohérent à la fois sur le territoire zéro carbone, par exemple, qui doit moins faire de la compensation et vraiment aller dans la décarbonisation de l'économie et amener cette résilience nécessaire à nos territoires qu'on a vu nécessaire au moment de la crise du Covid. Donc le bilan de l'équipe municipale précédente est négatif Non, pas négatif. Mais on a eu un contrat en 2014. Ce contrat était sur mettre en œuvre des politiques écologistes qui étaient portées par les écologistes. Là, on a eu besoin d'un programme plus global, plus général, avec une énergie plus conséquente pour aller plus vite, plus rapidement. Jean-François Fontaine, le logo de La République En Marche a disparu de vos affiches entre les deux tours de scrutin. Pour quelle raison, s'il vous plaît? Est-ce que c'était une demande des écologistes pour fusionner avec vous? Non, c'est pas une demande. On a entendu ça, on l'a lu. Oui, c'était pas un logo qui les enthousiasmait, bien sûr. Mais non, le sujet n'était pas là. J'avais jamais demandé un soutien national. J'ai découvert un jour qu'il y avait un logo sur un site national. Et voilà. Vous avez des marcheurs dans votre liste? Il y a des marcheurs dans ma liste, comme il y a des militants du Parti socialiste qui ont voté pour dire ce projet est le meilleur pour La Rochelle. Donc j'ai d'abord des non-inscrits, ils sont les plus nombreux dans ma liste, des gens de En Marche, et puis bien sûr des militants socialistes. Un mot sur ce que disait Jean-Marc. Non, on n'a pas tenu les engagements de 2014. On a été bien au-delà. En 2014, on n'avait jamais dit qu'on ferait le marais de Tadon. Nous sommes en train de le faire. Nous aussi, mais tout ce qu'on a fait, on l'a fait ensemble. Ouais, on n'avait pas dit qu'on ferait La Rochelle territoire zéro carbone. Nous l'avons signé. Donc nous avons été encore plus loin que les engagements. Donc vous avez été déçu de qu'il n'y ait pas cette fusion avec la liste de Jean-Marc Soubest. Moi je respecte le choix des uns et des autres. Personnellement, vous avez été déçu, vous l'espériez? J'aurais préféré qu'on continue ensemble, mais ils choisissent de rester à quai, ils restent à quai. C'est leur décision. Moi, je respecte les pieds sur terre. La décision des autres. Olivier Falorni, est-ce que vous avez souhaité un rapprochement du coup en voyant que ça ne se faisait pas entre Jean-Marc Soubest et Jean-François Fontaine? Est-ce que vous avez souhaité une fusion ou un rapprochement avec les écologistes de Jean-Marc Soubest? Les choses étaient très simples pour nous. Nous avions dit, bien avant le premier tour, lorsque nous avons constitué notre liste, que nous avions un cap. Aller ensemble, nous, les 51 équipiers, au premier et au deuxième tour. Donc moi, je n'ai pas perdu mon temps à essayer de trouver le moindre marchandage pour fusionner je ne sais quelle liste. Je peux vous demander votre sentiment quand vous avez su que ça capotait entre les deux listes adverses? Est-ce que vous pensez que j'ai versé une larme? Vous avez reçu il y a quelques jours le soutien de Bruno Léal et donc de la droite rochelaise. Est-ce que ça gêne pas un peu l'ancien premier fédéral du PS de la Charente-Maritime d'avoir le soutien de la droite rochelaise? Alors vous savez, je vais vous faire une confidence. Je préfère être dans la situation de celui qui reçoit des soutiens sans les solliciter, plutôt que de solliciter des soutiens qu'on ne reçoit pas. Quels que soient les soutiens? Écoutez, à mon sens et à ma connaissance, Bruno Léal n'a pas la peste. Nous n'avons pas fusionné. Il n'y a pas de candidat de la liste de Bruno Léal sur ma liste. Nous n'avons pas fusionné les programmes. Il m'a apporté son soutien, comme des gens de gauche m'apportent leur soutien. Vous savez... C'est-à-dire qu'il n'y a aucun soutien que vous aurez inquiété, vous auriez dit non, c'est gentil, mais j'ai pas envie, merci. Mais écoutez... Vous prenez tout ce qui vient, en fait. On est d'accord. J'ai un programme. J'ai une équipe, j'ai un cap depuis le début. Après, vous savez, quand on prétend être maire de La Rochelle, il faut savoir rassembler. Et on voit bien qu'en ce moment, au contraire, tout part à volo. Allez, on va parler à présent des propositions qui sont dans vos programmes respectifs afin que les téléspectateurs comprennent un peu les différences qui existent entre vous pour qu'ils puissent faire leur choix dimanche, à commencer par la problématique du logement et de l'urbanisme à La Rochelle. Difficile, voire impossible aujourd'hui pour des jeunes actifs d'habiter en ville, tant les loyers sont chers et sans parler des prix de vente dans l'immobilier. Je vous propose d'en parler juste après ce reportage tourné hier par Éric Vallée et Joël Bouchant.
Rêvons un peu. Bel appartement, duplex, double terrasse, refait neuf, haute prestation, une vue qui oscille entre l'idyllique et le paradisiaque. Cela a un coût. Combien? Alors on est sur une base de 766 000 euros. Pour combien de mètres carrés? Un peu plus de 90 mètres carrés, sans parler des terrasses, des loggias, naturellement du garage. Ça, c'est le top. Le prix moyen à La Rochelle s'établit plutôt autour des 4 000 euros le mètre carré. Classé dans les villes où il fait bon vivre, c'est aussi l'une des premières pour les coûts de l'immobilier. Une tendance lourde qui dure, le portrait type de l'acheteur, des retraités venus d'une autre région. Soit des grandes villes, plutôt qui viennent du nord de la France. Enfin, quand je dis le nord, on est toujours le nord de quelqu'un, mais c'est celui en tous les cas au-dessus de La Rochelle. Donc des Parisiens, mais ça peut être des Normands, voilà, des personnes qui viennent chercher le soleil et qui sont plutôt aisées, effectivement. Au-delà du cliché, certains agents immobiliers l'affirment, en commençant petit, des moins fortunés peuvent encore trouver leur bonheur. Non, on a fait des ventes avec des jeunes de 24 ans. On en a une autre aussi sur l'Alleu, qui achète aussi un 50 mètres carrés, qui n'a pas beaucoup d'apport, qui a 15 000 euros d'apport. Et sur une durée de 25 ans de crédit, avec son revenu, ça passe. Ici, on construit aussi beaucoup de neufs, d'encreuses, magasins abandonnés. Le moindre terrain disponible est convoité par les promoteurs pour y bâtir des résidences. Pour les professionnels, c'est la seule solution pour que les prix ne s'envolent pas. C'est la loi du marché. Vous savez, plus la demande est importante et plus l'offre est faible, plus le prix mathématiquement grimpe. Donc une des solutions, une des clés pour pouvoir maintenir un prix au mètre carré adapté et abordable, c'est créer de l'offre. Alors, ça devient paradoxal parce qu'on entend qu'il faut préserver les espaces, qu'il faut donner des bandes vertes et il faut pouvoir adapter le foncier par rapport à la planète de demain qui doit être préservée. Alors, on fait comment? Construire toujours, arrêter la densification, construire différemment. Tout l'enjeu est là. Retour sur le plateau du débat municipal à La Rochelle. Là encore, question simple, messieurs, quelles sont vos propositions pour faire revenir les Rochelais en ville, ceux qui travaillent à La Rochelle? Qui veut répondre en premier à cette question-là? Jean-François Fontaine. Écoutez, je peux y répondre d'autant plus facilement que la jeunesse revient à La Rochelle. 4 000 euros le mètre carré, excusez-moi, mais enfin, c'est un peu Et là, compliqué. vous parlez du marché libre. Ouais. Mais il y a à La Rochelle une politique extrêmement volontariste de logement social, d'une part, et ce qui est une grande tradition rochelaise, et puis de ce que nous avons mis en place, du logement accessible à la propriété. À La Rochelle, pendant longtemps, les jeunes sont partis vivre loin. 20 km, 30 km, 40 km, avec une ville qui perdait ses habitants et une ville qui vieillissait. La politique que nous avons menée a visé à produire du logement social, produire du logement accessible à la propriété. Et vous savez, moi j'aime bien la politique par la preuve. La preuve, nous avons ouvert 2 classes l'an dernier, nous en ouvrirons 2 classes à la rentrée de septembre prochain. Ça fait 4 classes supplémentaires en 2 ans. La jeunesse revient grâce à cette politique. Et puis un mot sur qu'est-ce qui fait qu'on a construit parfois un petit peu haut. La Rochelle a voté en 2011 un plan local d'urbanisme qui permettait de monter assez haut. Et d'ailleurs, ce plan local d'urbanisme a été voté également par le député. Et il y en a un nouveau depuis 2019, en 2019. Voilà. Ce plan local ne respectait pas suffisamment les quartiers. Et ce que nous avons travaillé, puisque depuis la loi Allure a dit que c'était les agglomérations qui ont pris cette responsabilité, on appelle ça le PLUI, nous avons réalisé un PLUI qui va moins haut, qui est beaucoup plus fin quartier par quartier. On continuera à produire, mais des logements plus bas, des logements parfaitement adaptés à l'identité de chaque quartier. Parce que dire qu'il ne faut pas construire, c'est envoyer toute la jeunesse très loin de La Rochelle, et puis, d'une certaine manière, donc, ça contribue. Il faut construire modérément et avec des règles d'urbanisme que nous avons reconstruites et qui verront leurs effets dans les années qui viennent. Non, je disais qu'il faut construire. C'est sûr qu'il faut construire pour accueillir notamment des salariés qui ont de faibles revenus et qui, eux, aujourd'hui, sont toujours relégués dans la 2e ou la 3e couronne. Il faut agir aussi pour encadrer les loyers. Il faut agir pour limiter la spéculation sur les plateformes de location de très courte durée. Aujourd'hui, il y a des dispositions nationales qui permettent, dans les zones tendues au niveau des prix de l'immobilier, on fait une demande à la préfecture,
On a créé un observatoire des loyers qui permet aujourd'hui de le faire. On a, pendant la mandature, demandé régulièrement à ce qu'on ait cet encadrement des loyers qui limite quand même l'augmentation qui, aujourd'hui, à La Rochelle, est très forte. Et puis, surtout, on peut aujourd'hui fabriquer autrement la ville. On a des exemples dans les métropoles, notamment dans les métropoles d'Europe du Nord, où sur les mêmes densités qu'aujourd'hui on peut trouver à Saint-Éloi, dans les nouvelles constructions ou le long du boulevard Sautel, on peut avoir une architecture différente avec beaucoup plus de végétalisation et un cadre de vie qui respecte davantage les quartiers. Donc construire autrement, fabriquer la ville autrement, c'est essentiel pour que tout le monde puisse y habiter. Olivier Falorni, on peut construire encore, vous parlez de bétonisation de La Rochelle. Oui, sortir du tout béton et du tout bitume et réviser, mais il faut construire quand même. Et réviser le plan local d'urbanisme intercommunal qui a été voté, puisque contrairement à ce que j'ai pu entendre, par exemple autour de la gare, on peut faire du R+10 dans le PLUI. On peut faire du R+10. Il faut que les Rochelais le sachent. Donc il faut faire différemment. Il faut se doter d'outils. Moi, je souhaite un office foncier solidaire pour lutter contre la spéculation. Il faut engager une opération programmée d'amélioration de l'habitat, notamment en centre-ville, parce qu'il y a des logements vacants, insalubres, qui peuvent être rénovés et remis dans le marché et permettant de faire fonctionner une nouvelle filière que je souhaite développer, c'est celui de la rénovation thermique. Il faut élargir l'accès aux prêts à taux zéro. Les logements pour vacants, les jeunes ménages. Les logements vacants, on fait comment pour faire en sorte que les loyers ne soient pas trop... Parce que si on fait qu'il y a des logements vacants en plein centre-ville de La Rochelle et qu'après les loyers sont libres, ça va être pareil, c'est compliqué. Vous êtes dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat. C'est-à-dire que la collectivité locale aide. Et donc, c'est toujours le principe de la contrepartie. Et je veux enfin souligner la nécessité, parce que loger, c'est une chose, mais bien loger, c'est ça la nécessité. Et il faudra rénover notre parc HLM, qui a été rénové en partie, mais qui doit l'être encore. Parce que dans 25% de logements sociaux sur La Rochelle. 25%, c'est la loi, nous sommes à 32%. 32%. Et cette rénovation en profondeur est engagée. J'ai signé avec le ministre du Logement un très grand programme sur Villeneuve qui comporte 50 millions d'euros de rénovation du patrimoine collectif. Et donc nos offices font un excellent travail. Il faut bien sûr continuer. À Mireuil, ça a été le Lursa qui a été terminé récemment. D'autres immeubles vont le faire. On a un office communautaire très engagé. L'action publique à La Rochelle en termes de logement est très puissante. Et puis un mot sur le logement disponible. Mais il n'y en a presque pas à La Rochelle. On est une des villes de France sur lesquelles ces logements vacants le taux est très très faible, très concentré dans l'hypercentre. Il y en a quand même un petit peu, mais surtout aujourd'hui, leur nombre a diminué parce qu'il y a eu un investissement privé pour faire du logement un peu spéculatif qu'on retrouve sur les plateformes. Et ça, il faut arrêter ça. La puissance publique, la collectivité doit arrêter ce phénomène-là, comme les résidences secondaires d'ailleurs qui augmentent très fortement sur notre ville. Voilà, il faut Vous dites aussi qu'il faut repenser les îlots de fraîcheur. Ouais. Oui, bien sûr, les îlots de fraîcheur, c'est essentiel. C'est pas automatique, si on met un arbre, c'est pas automatiquement une bonne chose. Mais non, c'est pas automatiquement une bonne chose. Ça se pense d'abord. Quelle espèce d'arbre, l'espèce qu'on plante aujourd'hui, elle doit en 2050, 2060 être toujours là et résister aux canicules, à la diminution des précipitations. Et puis, il faut penser ces îlots de fraîcheur par quartier pour vraiment faire diminuer la température au moment des fins de soirée. Olivier Falorni, sur cette végétalisation de la ville, vous savez quelque chose qui est dans votre programme ? Oui, il faut engager une reconquête végétale de cette ville qui est aujourd'hui trop minérale. Il faut retrouver un équilibre, c'est nécessaire. Engager évidemment une politique de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi avoir un plan d'adaptation au réchauffement climatique. Et ça passe notamment, effectivement, par ces îlots de fraîcheur, par ces puits de carbone verts ou bleus. Donc sur le logement et sur l'urbanisme, vous êtes tous à peu près d'accord par rapport à la situation et par rapport au constat et par rapport aux solutions à apporter, si j'ai bien compris. Écoutez, l'office foncier solidaire proposé par le député, déjà en place, si vous voulez. Donc c'est un office qui va voir le jour très prochainement. C'est une action qui est déjà engagée. Et chacun d'entre vous peut me dire que d'ici, on va dire 6 ans, il sera plus facile d'habiter, d'acheter un logement ou de louer un logement à La Rochelle. C'est un objectif. Vous pouvez le dire aujourd'hui. C'est un objectif. C'est un objectif. Il faut être honnête.
La Rochelle avait perdu des habitants, il faut stabiliser sa population. Et puis ce qu'il faut, c'est une politique cohérente avec les communes aux alentours, étrées, pour pas que ce soit La Rochelle seule qui produise le logement social. On a besoin de bien le répartir sur la couronne centrale. On passe au dossier lui aussi brûlant des mobilités, ou si vous préférez des transports. Olivier Falorni, est-ce qu'il est toujours question de gratuité des bus dans votre programme ? Oui, bien sûr. Alors vous savez, mobilité doit d'abord rimer avec diversité. Des mobilités, il y en a de toutes sortes et elles doivent cohabiter. Cohabiter en sécurité, et c'est le deuxième terme. Sécurité, notamment pour les piétons, pour les cyclistes. On a aujourd'hui des pistes cyclables à La Rochelle qui sont parfois dangereuses, trop d'angles morts. La sécurité, c'est aussi de pouvoir garer son vélo en toute sécurité. C'est un sport national que le vol de vélo. Donc je crois qu'il faut vraiment installer dans cette ville, c'est quand même un comble, des parkings à vélo sécurisés un peu partout. C'est prévu, mais ça n'a pas été fait. Et puis faire en sorte, évidemment, que l'accessibilité au transport public soit améliorée. Et ça passe notamment par une grande mesure, une mesure sociale, une mesure environnementale, que certaines agglomérations ont déjà lancée. C'est la gratuité du bus. Moi, je pense vraiment que c'est une mesure qui permettra aux gens, et notamment ceux qui se sentent isolés, parce que c'est une politique de lutte contre l'isolement. Finançable malgré le coronavirus, malgré la crise qu'on va traverser ? Alors je l'ai dit, cette mesure, sûrement, parce qu'il y a des urgences effectivement sociales, économiques à financer, sera peut-être décalée. Peut-être y aura-t-il l'étape suggérée par Jean-Marc Soubest de faire dans un premier temps la gratuité tous les week-ends. En tout cas, je le dis, la gratuité des bus est une mesure du 21e siècle et je souhaite et je ferai en sorte qu'elle soit appliquée durant ce mandat. Jean-Marc Soubest, tiens, sur la gratuité des bus. Donc, oui, pour le week-end, pour le moment, et puis on verra après, c'est ça ? Non, je pense qu'il y a une vraie mesure qui est intéressante et qui a l'aval des commerçants dans l'idée aussi d'améliorer la circulation des piétons dans le cœur de ville au moment des week-ends où il y a beaucoup de monde et où les commerces sont pleins. C'est effectivement permettre aux habitants de l'agglomération et du grand bassin de vie que nous avons de venir, d'utiliser les parkings relais et de venir directement avec une gratuité même des parkings relais, c'est les plus éloignés, on va dire, du centre-ville. Et que les habitants de tous nos quartiers péricentraux puissent aussi en famille, c'est ça aussi le déplacement du week-end, venir en week-end. Le succès d'un week-end, d'un samedi par mois doit être prolongé et développé sur tous les week-ends. Mais l'offre de mobilité, c'est pas seulement la question de la gratuité, c'est la question de l'efficacité. Et aujourd'hui, la question de l'efficacité, c'est permettre à chaque habitant de l'agglomération, puisqu'on est sur une compétence d'agglomération, de venir utiliser n'importe quel service public du cœur de ville ou des communes périurbaines avec un service public de transport, qu'il soit à la demande ou qu'il soit à travers un service public de bus comme celui que met en œuvre la RTCR. Mais également des voitures autopartagées, des pistes cyclables à l'échelle de l'agglomération. On doit agir et pour ça, il faut investir. Et la gratuité, aujourd'hui, n'est pas une possibilité qui nous permette d'investir sur tous ces leviers. Alors moi, vous êtes contre la gratuité du bus. C'est pas votre... Permettez-moi de l'expliquer. Je note d'abord le grand recul du député. Il nous a dit tout de suite après, maintenant 1 an, on peut comprendre, et maintenant il nous dit 6 ans, la durée du mandat pour le mettre en œuvre. Donc on voit que la stratégie de repli est en route. Si vous voulez, le jour où on dit, je fais la gratuité, et voilà les économies que je fais pour trouver les 7 millions d'euros par an que rapportent les usagers, ce jour-là, je comprends, et je dis, c'est un choix. Mais aujourd'hui... Vous êtes allé voir votre collègue Agnor qui l'applique. Agnor, je peux vous donner le chiffre. C'est 1,5 million de recettes d'usagers. La Rochelle, c'est 7 millions. Vous voyez que économiser 1,5 million avec les grandes mutuelles qui payent un versement transport élevé, c'est pas la même chose que de trouver 7 millions d'euros par an à La Rochelle. Par exemple, la politique de logement qu'on a évoquée, c'est 4 millions d'euros. Alors, en termes de mobilité, on doit agir, mais je crois que ça a été dit, sur tous les volets. Volet routier, nous faisons une route actuellement qui est en cours, qui s'appelle les Côtes-Mailles, qui permettra de desservir le centre-ville sans traverser les quartiers et en apportant du confort. Ensuite, toujours sur le volet routier, dans notre plan routier, nous avons un échangeur au Fief Rose, à Lagore, qui est prévu également pour mieux irriguer la ville. Désengorger un peu la rocade. Et surtout les voies qui rentrent dans la ville. Ensuite, les voitures ne doivent plus traverser la ville. C'est ce que je propose depuis 1 an. C'est sur la pile de dessus
de notre plan routier. Ça Eh fait bien, 10 ans. ensuite, les voitures ne doivent plus traverser la ville. Pourquoi nous avons fait le port piéton? C'est pas seulement pour un symbole, c'est que les habitants des quartiers de la Jeunette, de Saint-Maurice, de Portneuf avaient la vie qui était polluée par ce torrent de voitures qui traversait la cité. Alors, sur le Ensuite, port piéton, une politique très ambitieuse sur les vélos. Elle est en route, cette politique. Elle va être menée, elle doit être améliorée. On connaît ça par cœur parce qu'on on va développer si vous voulez. nous faisons tous les deux, Jean-Marc et moi, beaucoup de vélos. Et donc, on connaît un petit peu les points forts et les points faibles. Sur le Vieux-Port, là où il y a une vraie divergence par rapport à ce qu'on fait de ce Vieux-Port, de la mobilité sur le Vieux-Port. D'abord, il n'y a aucun renoncement sur le bus gratuit, aucun. Et ce qui est capable de faire Niort, parce qu'on dit le bus gratuit c'est un trou, comme faire une salle de spectacle à La Rochelle c'est un trou, ce que peut faire Niort, La Rochelle en serait incapable. Quel renoncement? Je me refuse au renoncement pour La Rochelle. Alors, dites comment vous financez ces 7 millions d'euros par an? Vous me permettez de terminer, monsieur? Donc, je vais répondre à votre question sur le Vieux-Port. On parle beaucoup de transition énergétique et solidaire. Et on parle de transition citoyenne. Vous savez, sur des mesures qui concernent les Rochelais, comme cette décision de fermer brutalement le Vieux-Port sans proposer de solution alternative. Il faut regarder les choses lucidement. Ce n'est pas une mesure écologique de fermer le Vieux-Port quand vous ne proposez pas de solution alternative. Vous faites du transfert de pollution. Et là où vous mettiez, parce que la ville est faite comme ça, là où vous mettiez 10 minutes en voiture pour aller des Minimes à Portneuf, par exemple, eh bien maintenant, vous mettez une demi-heure, 40 minutes, et vous passez soit par des rues adjacentes du centre-ville, soit vous allez engorger un petit peu plus la rocade. Donc ça n'est pas une mesure écologique, c'est plutôt de l'affichage si on n'apporte pas des solutions alternatives. Et le bus gratuit est une solution alternative écologique. Le référendum, je m'étonne beaucoup. On entend beaucoup. J'entends rire. On entend beaucoup. Je comprends parce qu'Olivier Falerni. Allez-y. Vous reprenez juste après. Pourquoi vous riez? Non, je rigole pas, mais Olivier Falerni est député. Et effectivement, quand on est à l'Assemblée nationale, on ne peut pas suivre les développements de la démocratie locale. Moi, j'ai animé 12 réunions de travail sur les circulations dans la ville. Et toutes ces décisions, bien sûr, ont été largement discutées. Ensuite, dire qu'on n'a pas réfléchi au plan de circulation est une grave erreur, puisqu'on a modifié le plan de circulation. Ensuite, juste pour terminer, on a eu un report modal très très important et qu'il faut continuer. Et si on remet la rue Vieljeu comme la rue la plus polluée du département, c'était le cas avant. Eh bien, je crois qu'on aura raté le référendum local, c'est une mauvaise idée. La transition écologique. Non, on l'a dans notre programme. Le référendum d'initiative locale est une disposition démocratique très intéressante. Allez, on laisse terminer. Les Rochelais utilisent le Vieux-Port. Olivier Falerni, terminer. Alors oui, on a fait de la rue Villeneuve la rue la plus polluée et de la rue Vieljeu la moins polluée. Bon, quel est le progrès? C'est un transfert de pollution. Moi, je m'étonne toujours, alors qu'on sort d'une convention citoyenne sur le climat, où l'on parle beaucoup de référendum. On nous dit les Rochelais sont d'accord, etc. Il n'y a pas de problème, la messe est dite. Eh bien, si les Rochelais veulent la fermeture définitive à tout moment du Vieux-Port, eh bien, ils le diront. Par contre, s'ils pensent que c'est un petit peu dogmatique et que un lundi matin, au mois de février, à 7 heures, il n'est pas mieux d'ouvrir un peu plutôt que d'aller s'enquiller sur la rocade, eh bien, peut-être que c'est une solution un peu plus intelligente. Jean-François Fontaine, certainement pas intelligente. Vous savez, les habitants des quartiers, parce que passer sur le Vieux-Port, c'est une chose, mais ensuite, la rue Guiton, elle traverse tout le quartier de la Jeunette, le quartier de Portneuf, le quartier de Saint-Maurice. C'est des gens qui avaient une vie infernale avec ce torrent de voitures qui passait là. Non, c'est très clair. Traverser les villes en voiture, ça, c'est le monde d'hier, voire d'avant-hier. Est-ce qu'il y a eu un retard d'investissement dans la flotte de nouveaux bus, comme le critique, en tout cas, Olivier Falerni, à votre rencontre? Alors, c'est une critique technique. Si vous voulez, oui, nous n'achetons plus de bus diesel. Et le nouveau matériel qui est en cours de fabrication dans différentes entreprises, eh bien, il arrive. Les nouveaux bus totalement électriques Aptis, fabriqués par Alstom, vont être livrés simultanément à Grenoble, à Strasbourg et à La Rochelle. Et aujourd'hui, aller investir dans des bus diesel, ça n'a aucun sens. Donc nous investissons sur des bus au gaz pour des distances un petit peu plus longues, et puis nous investissons sur des bus qui ressemblent à des tramways, qui sont les bus dont nous avons besoin.
Investir, ça nécessite aussi avoir des moyens. Se priver de 7 millions de recettes par an, c'est rendre la régie des transports incapable d'investir pour l'avenir. Bah voilà, au moins c'est bien, le silence derrière. On va dire qu'on va passer à l'autre thème de ce débat sur les questions de sécurité. Olivier Falorni, vous dites que la crise sanitaire du coronavirus a dévoilé des inégalités dans les quartiers. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, des problèmes de sécurité. Oui, alors des inégalités sociales, évidemment, avec, je le crains, une montée du chômage, des inégalités scolaires, c'est l'enseignant qui parle. On voit bien que même si les enseignants, et je veux saluer leur travail, ont fait en sorte de garder le contact avec les élèves, il y a eu une fracture éducative. Et c'est pour cela que je souhaite, dès cet été, pouvoir mettre en place, avec une sorte de réserve citoyenne en lien avec les centres sociaux, de pouvoir faire des groupes, des cours de soutien gratuits pour les élèves qui auront été en décrochage. Et puis, effectivement, parce qu'il faut regarder tout cela lucidement, il y a eu un phénomène d'impunité qui s'est aggravé durant le confinement. Et les forces de police nous disent qu'ils ont d'impunité sur l'espace public, d'incivilité, de violence verbale ou physique, du refus de l'autorité. Et je crois qu'il ne faut pas être dans une forme d'attitude de l'autruche, qu'on ne regarde pas. On met la poussière sur le tapis. Non. Il y a des gens à La Rochelle dont la vie est pourrie au quotidien par ces formes de délinquance, de trafic, d'agression. Et un responsable politique et un maire de La Rochelle a le devoir d'œuvrer pour la sécurité, ce qui se pose 3 choses. Très rapidement, 3 choses. Vidéosurveillance, plus de policiers municipaux. 3 mots. Prévention, dissuasion, répression. Avec quels moyens, s'il vous plaît? Avec l'installation, c'est ce que je propose, de 3 postes de police municipale dans les 3 grands quartiers de La Rochelle, de ressusciter l'îlotage qui a malheureusement été abandonné, des dispositifs de vidéosurveillance pour faire de la dissuasion et mettre des indicateurs de rue dans la rue parce que nous avons besoin de médiateurs. Jean-François Fontaine. Mon approche est un petit peu différente. Vous savez, j'étais sur le terrain pendant le Covid et j'ai été voir ces jeunes, que ce soit dans certains quartiers de La Rochelle. Tout d'abord, de dire une chose, en termes d'insécurité, il ne faut pas vilipendier les quartiers rochelais. Nous avons plus de soucis de sécurité dans le centre-ville que nous n'en avons dans les quartiers rochelais. Nous avons eu des agressions comme il y a dans toutes les villes. Et donc j'ai souhaité, et ça a été un point de divergence avec Jean-Marc, mettre la vidéosurveillance dans notre cité. Jean-François. Jean-Marc Soubès, excusez-moi. Et donc j'ai souhaité que l'on mette en place des écrans et quelques caméras. Et j'ai proposé que l'on mette quelques caméras en plus là où il y en a besoin. Ensuite, sur les quartiers, je suis pratiquement tous les jours ou tous les 2 jours à échanger avec les jeunes. Il y a tout autant besoin d'équipements sportifs pour les jeunes dans les quartiers, notamment des terrains de foot hybrides pour qu'on puisse jouer l'hiver quand il pleut, que de faire des bunkers de police. Notre police municipale fait un travail remarquable, main dans la main avec la police nationale qui est en charge de la lutte contre la drogue, et il y a des équipes dédiées pour être dans tous nos quartiers rochelais. Donc différence d'appréciation par rapport à la vidéosurveillance. Oui, bien sûr, c'est pas une. Les normes conduite se faisaient traiter sur ce plateau de dogmatique parce qu'elle disait qu'Alain Claes, que la vidéosurveillance, c'était... Sur le débat Poitiers. Oui, sur le débat Poitiers. Que c'était, depuis 20 ans, on déployait de la vidéosurveillance, mais ça ne permettait pas de résoudre les questions si ça résolvait des affaires. Il faut remettre effectivement l'homme au cœur des dispositifs. Il faut aussi avoir une politique de sécurité qui prenne en compte toutes les questions de sécurité. Je pense notamment au quartier de la Palisse. Il y a de l'insécurité, mais l'insécurité, elle n'est pas liée aux incivilités, elle est liée au risque industriel, au risque chimique, au risque Céveso. Là aussi, c'est une vraie question qu'il faut se poser parce que ça concerne des milliers de personnes. Justement, j'ai une question à vous poser à chacun. Je vous demanderai très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Sur la sécurité, voilà, la médiation reste. Et il faut y travailler avec les autres collectivités parce que nous n'avons pas toutes les compétences. Vous critiquez, Jean-Marc Soubest, très fortement le modèle économique et écologique du grand port maritime où près de 90 millions d'euros quand même vont être investis au cours de la période 2020-2024. Un projet qui demande d'énormes travaux de dragage et de déroquetage. Alors déroquetage, c'est ce qui consiste à briser
à l'explosif Les Rocs encombrant des fonds marins, vous me dites si je me trompe, tout ça afin d'approfondir les espaces maritimes du port et de son chenal d'accès. Ça, vous n'en voulez pas ? Non, on trouve que c'est le symbole d'un mauvais projet, d'un projet du monde d'avant. On est aujourd'hui plutôt sur un ralentissement du commerce mondial, notamment de cette économie mondialisée. Et on trouve dommage que finalement cet outil formidable qu'est le grand port maritime, les outils des grands ports sont extraordinaires. Sauf que aujourd'hui, et notamment celui du grand port maritime, il est au service d'une économie d'hier. L'importation de soja, d'engrais, de pesticides, l'exportation de céréales issues d'une agriculture intensive. On sait tous que ce modèle, il ne peut pas durer. Et en plus, aller déroqueter des vases et du calcaire dans lesquels on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas des produits dangereux pour les milieux naturels, je trouve ça irresponsable. Donc si vous êtes au pouvoir, vous nous ferez... Quand on était, ça se passera quoi ? Très concrètement, vous êtes très conseiller communautaire, je suis intervenu pour demander un moratoire. Ok. Une analyse des vases et des matières déroquées. Allez, chacun un thème. Jean-François Fontaine, vous militez depuis peu pour un territoire zéro chômeur. En très peu de temps, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on crée une société pour l'emploi. On a eu des résultats formidables sur le plan du développement économique. Or, il se trouve qu'avec la crise, nous allons avoir une remontée du chômage. C'est hélas un petit peu inéluctable. Donc c'est une politique que je veux faire en complément des politiques d'insertion qui existent déjà, qui sont très dynamiques sur notre territoire. C'est de dire qu'on crée une petite entreprise qui reçoit l'argent de l'indemnisation du chômage et qui peut faire de façon temporaire pour traverser la crise. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga, mais c'est un outil supplémentaire pour qu'après, hélas, une montée du chômage, on ait une redescente très rapide et qu'on retrouve les dispositifs conventionnels. Olivier Falorni, vous ferez de l'accompagnement des aînés une priorité municipale. En quoi cela consiste, rapidement aussi, s'il vous plaît ? Oula, très rapidement. Oui. C'est de faire d'abord de l'aide à domicile une priorité. Et un vrai service public d'aide à domicile qui fonctionne. Et on a besoin vraiment de personnes qui soient dans l'accompagnement. On a vécu pendant la crise sanitaire des formes d'isolement qui ne sont pas acceptables. Une société digne de ce nom est une société qui prend soin de ses aînés. Donc je veux faire de l'accompagnement de nos aînés, de la lutte contre l'isolement, une grande cause municipale. Est-ce que selon vous, messieurs, oui ou non, le maire de La Rochelle doit aussi être le président de l'agglo ? Indiscutablement. Et indiscutablement, il faut préparer des projets qui soient validés avec nos collègues d'agglomération. Jean-Marc Soubest. Un mot oui sur un projet commun, tout à fait. Olivier Falorni. Oui, c'est une évidence. Écoutez, est-ce qu'on va passer aux conclusions, messieurs ? Il va vous rester à chacun un peu plus de 30 secondes pour votre conclusion. Et après tirage au sort, c'est à vous de commencer. Jean-Marc Soubest, on vous écoute. Oui, alors donc le 28 juin, moi je fais confiance au Rochelais. Je fais confiance au Rochelais pour choisir d'écrire une nouvelle page de l'histoire de La Rochelle, de mettre un maire écologiste à la tête de la ville pour répondre vraiment aux fractures sociales, pour répondre à l'urgence climatique et pour porter une ambition démocratique pour notre ville, pour associer chaque citoyen aux décisions qui le concernent. Le 28 juin, c'est un moment important. Il s'agit pour notre collectivité d'engager véritablement la transition écologique ensemble. Merci beaucoup. Jean-François Fontaine, 30 secondes pour convaincre en quelque sorte les électeurs. Oui, hélas, ce que vient de nous dire Jean-Marc Soubest n'est pas possible. Parce que les résultats du premier tour montrent qu'il y a deux maires possibles. Olivier Falorni, qui nous propose le grand retour en arrière, notamment sur l'environnement, et moi qui propose une vision qui est bien sûr que nos enfants soient fiers de notre ville dans 20 ans. Qu'ils disent qu'en 2020, nous avons lancé un grand projet, La Rochelle, territoire zéro carbone, et que pas après pas, nous puissions le construire. C'est un projet alimentaire de territoire. C'est la nouvelle gare qui sera beaucoup plus accessible. Merci C'est beaucoup. toute une démarche cohérente pour l'avenir de La Rochelle. Olivier Falorni, c'est à vous de conclure pour 30 secondes. Alors c'est un grand pas en avant que nous proposons pour les Rochelais. Je crois qu'il est vraiment temps d'ouvrir une nouvelle page. La majorité municipale, on le voit, a volé en 1000 morceaux. Cette majorité part à volo. Et donc je crois qu'il faut aujourd'hui un nouveau souffle pour cette ville. C'est le projet que nous portons, un projet équilibré qui parle de sécurité et d'écologie, qui parle de propreté et d'économie. Je crois qu'il est vraiment temps non seulement d'agir pour La Rochelle, mais surtout, et ça changera, d'agir
avec les Rochelais, en les écoutant. C'est le sens du renouveau que nous proposons. C'est la fin de ce dernier des 9 débats que nous avons proposés avant le second tour de ces élections municipales. Merci messieurs, merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Débat à voir ou revoir, vous pouvez rester encore un petit peu si vous voulez, Jean-Marc Souvestre, à voir ou revoir sur le site internet de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Je vous retrouve avec énormément de plaisir en compagnie de l'ami Laïd Beritane dimanche à partir de 19h55 pour une grande et passionnante soirée électorale à vivre, bien entendu, sur France 3 Poitou-Charentes. Pour l'heure, place au journal régional présenté par Florent Loiseau. Excellente soirée à toutes et à tous. À dimanche.